progéniteur, le docteur Pietro Mancini, qui n'est tout de même pas n'importe qui, c'est quelqu'un de particulièrement et éminemment adéquat pour vous parler des effets collatéraux positifs, en fait, dans l'utilisation du Froggy Mouse lors de la rééducation, justement, d'un mode respiratoire oral ou d'une déglutition atypique. Alors, c'est est censé être le premier d'ailleurs des participants. Il faut que je vous raconte aussi la merveilleuse histoire de notre rencontre, notre première rencontre. Je crois qu'il était en train euh, de lire ou de préparer des conférences alors que nous organisions des petites conférences de petite échelle à l'époque à Paris alors que nous étions encore que des jeunes étudiants et que j'étais déjà en train de penser ou parler retraite euh, avec ou d'ambitionner de préparer ma retraite avec mon père ou sur les traces de mon père. Et puis j'ai eu l'occasion de croiser ce personnage qui venait du moment en Italie et qui finalement travaillait donc sur un projet que nous avons tout de suite trouvé formidable et qui nous a permis d'enclencher des discussions animées. Je me suis vite aperçue que ce monsieur avait des points de vue alternatifs, différents. Il était en tout cas loin de chômer, donc en train de traiter un cas après l'autre, et c'est ainsi que lorsque il a entendu parler de l'invention de mon père, il s'est mis à l'utiliser de manière expérimentale et à répandre par centaines et multiplier comme des petits pains. Donc les études cliniques finalement, et ainsi à pouvoir répertorier aussi tous ces effets collatéraux justement donc il a eu l'occasion de travailler, vous l'aurez compris, non seulement sur un projet italien, mais sur des projets d'envergure mondiale, et ceci depuis quasiment aussi longtemps que je m'en souvienne, et donc aussi longtemps finalement que mon père, puisqu'on parle là du début des années 80, à une époque où il coécrivait d'ailleurs un ouvrage, et il n'y avait que peu d'orthodontistes à l'époque qui tout d'abord croyaient en l'importance de ces dysfonctionnements et qui étaient prêts à l'expérimenter dans leur pratique, et puis encore moins, a fortiori, à rédiger ou consacrer, je dirais noir sur blanc ou sur papier, justement, les leçons de ces expériences. Et mon père, donc autant que Pietro, je pense, ont eu l'occasion d'apprendre énormément mutuellement l'un de l'autre grâce à cet échange de bonnes pratiques ou d'expériences et de différentes euh, façons justement de procéder. En tout cas, on peut parler, je crois, clairement d'une relation mutuellement enrichissante, euh, comme dit dans le texte original. Donc, je suis profondément heureux et ému de pouvoir accueillir Dr Pietro Mancini qui va donc activer sa caméra pour pouvoir nous partager son écran. Et nous démarrons sans plus attendre son PowerPoint. Alors, bonjour à tous. Excusez-moi encore peut-être de ces petits instants de flottement au niveau du lancement de la présentation et de la vidéo. Un petit battement de cils, juste le temps de me présenter. Donc, Pietro Mancini, en tant qu'orthodontiste, comme vous l'aurez compris, cela fait environ 25 ans que je travaille dans un département maxillofacial et plus précisément dans la division neurosciences, finalement, de l'hôpital euh, Carla Poma de Mantoue, ainsi qu'à Modène, où j'enseigne. Alors, voilà quelques photos de la ville où je suis basée, de membres de mon personnel, de membres de ma famille, de mon frère, comme vous le voyez, au sourire mandarin. Et nous savons, enfin donc mon meilleur ami et compagnon, qui était mon chat, sur le transparent précédent. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc le titre de ma présentation fait allusion au fait que j'ai eu l'occasion de soigner environ 1500 cas de déglutition dysfonctionnelle ou de problèmes respiratoires. Et tout ceci
en me servant du Froggy Mouth à l'appui de mes expériences thérapeutiques. Alors, pourquoi parle-t-on d'effets collatéraux positifs? Eh bien, je vais essayer de vous le montrer. C'est parce que grâce à cet appareil, nous arrivons non seulement à résoudre les problèmes, on l'a dit, de déglutition et de respiration, mais aussi d'autres problématiques. Alors, en ce qui concerne la déglutition, je vais essayer de vous expliquer ou récapituler brièvement ce que l'on entend par cela. Même si vous êtes déjà au courant, essayons de partir pédagogiquement de zéro. Alors, les nouveau-nés se caractérisent par ce réflexe de succion et déglutition. Ils n'ont pas de dents, ainsi, le schéma physiologique typique de survie est la mise en contact de la langue avec les joues tout d'abord et puis avec les lèvres et ensuite le transfert de salive et du bol alimentaire ou de nourrition est fourni par la pression négative entre la cavité arrière de la mouche qui, elle, est en contact direct avec le nerf facial. Donc, à l'âge de 3 ans, ce phénomène et processus de déglutition est complet et permet à l'enfant de commencer la mastication. Alors, ceci entraîne des changements importants au niveau des arcades dentales. La langue se soulève contre le palais et cela est dû à l'évolution d'un muscle important, le styloglosse. Ce muscle réduit la largeur de la langue, permet de la contracter pour faciliter son élévation dans la zone postérale et supérieure, postérale du palais. Ainsi, les 17 muscles de la langue constituent une matrice fonctionnelle permettant euh, de dimensionner adéquatement à la fois dans la zone postéro-antérieure et aussi au niveau transversal la langue en question. Alors, à ce stade, l'occlusion dentale et mandibulaire vont ensuite s'ajuster au processus de croissance grâce à l'action du nerf qui relie le muscle styloglosse. Et ici, on peut dire que donc on voit le nombre de muscles impliqués dans les processus de déglutition, mais chaque jour, nous avons environ 1500 ou 2000 gestes de déglutition par jour. Et pour que ceci se fasse sans heurts, il faut une grande stabilité mandibulaire qui permet une déglutition adéquate. Et ceci ne peut se faire que lorsque l'espace en hauteur correspond bien avec le centrage de l'occlusion, finalement, comme vous le voyez sur la deuxième ligne du transparent qui est brièvement apparu à l'écran. Alors, à chaque déglutition, on l'a dit, 68 muscles sont impliqués, ce qui représente environ 10% de la masse musculaire. Et je vais un petit peu accélérer sur ce passage-là parce que nous y reviendrons plus en détail par la suite au cours de ma présentation. Donc, nous passons à une déglutition atypique et une respiration orale par la bouche. Donc, ils sont tous les deux intimement liés, en fait. Dans le cas d'une déglutition dysfonctionnelle, la position de la pointe de la langue est souvent positionnée soit contre les dents supérieures ou inférieures ou dans l'espace intermédiaire. La partie moyenne ou médiane de la langue, elle, se situe
en général plutôt à plat, alors que l'arrière de la langue vient monter contre le palais. Et il nous faut garder présent à l'esprit que la combinaison entre ces différents types de dysfonctionnement, bien souvent, peut résulter en des cas cliniques répertoriés, comme suit à l'écran. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'unique déglutition dysfonctionnelle, mais toute une série, comme vous le voyez ici, qui correspondent, comme vous le voyez sur ce diagramme, à un certain nombre de dysmorphoses plus ou moins graves. Alors, un moyen assez facile de vérifier la position de la langue pendant la déglutition. Un test qui est d'ailleurs grandement apprécié par les jeunes patients en général, est de recourir au Nutella, sans faire de publicité. En l'occurrence, c'est néanmoins le test qui est le nom de baptême qui a été donné à ce test. On demande aux patients d'avaler une petite noisette de Nutella et on voit clairement en marqueur efficace les traces qu'il laisse sur le palais. Alors, d'un point de vue scientifique, effectivement, ça n'est peut-être pas classique ou traditionnel comme marqueur, mais je peux vous le dire, en tout cas dans cette tranche d'âge, il s'agit d'un test grandement apprécié et qui permet d'évaluer à différentes étapes où la position de la langue s'est baladée. Par exemple, dans le cas présent, on voit que la langue avait tendance à se concentrer davantage sur la zone droite du palais. Par contre, il nous faut aussi garder présent à l'esprit un autre aspect, un autre facteur, à savoir que la pointe de la langue se love dans la zone arrière des dents. Et même si elle ne reste pas longtemps dans cette position, c'est le point de départ, bien souvent, de la déglutition. Voilà comment cela fonctionne. La partie avant, comme on l'a dit, se trouve sur la partie rétro-interne de la papille, puis la partie médiane coïncide avec le palais et l'arrière vient s'enclaver dans la zone pharyngée. J'espère que vous pouvez à peu près distinguer ces différentes phases du mouvement dans la vidéo qui montre comment un processus de déglutition normal a lieu. Ce mouvement de vague que nous avons précédemment tenté de vous résumer. Alors, pourquoi vous projetez ce transparent, docteur, s'il vous plaît? Regardez-moi. Eh bien, parce que dans ma pratique, j'ai eu l'occasion de me rendre compte à quel point il était important d'évaluer les patients en regardant et en commettant donc délibérément ce bienfait de faciès. En l'occurrence, je comprends ou j'essaye en tout cas dans ces cas-là de comprendre quel type d'occlusion il pourrait bien avoir simplement en les observant, dans un premier temps du moins. Et c'est un bon système, en effet. Et donc, nos jeunes patients apprécient finalement cela, leurs parents aussi en général, parce que parfois et bien souvent on ne le leur a pas dit. Par exemple, ici, on voit que les lèvres du patient sont peu compétentes et qu'il doit cet enfant respire, enfin elle en l'occurrence plutôt respire avec le nez, elle a une certaine asymétrie, également orbitale et de visage. On le voit du fait de la présence aussi décalée des commissures, de la hauteur des commissures des lèvres. Il y a également un type de mastication probablement unilatérale, privilégiant un côté. Lorsqu'elle sourit, on le voit la commissure labiale se lève justement toujours plus du côté hyperactif. Et puis, on peut également déduire de cette simple image qu'il s'agit de quelqu'un respirant par la bouche.
puisque les lèvres restent entrouvertes. Alors personnellement, je ne sais pas si vous connaissez Planner, je l'apprécie beaucoup, mais on comprend à ce stade quel type de problème d'occlusion présente ce patient sur base de la simple observation finalement du visage. Il y a bien sûr une marge d'erreur, environ 10% toujours, mais comme on a pu déduire déjà que la petite patiente était une mastiqueuse de droite, entre guillemets, eh bien, on voit qu'un côté sera plus irrité que l'autre. Pourquoi? Parce que l'un des côtés sera davantage positionné sur l'antérieur et l'autre sur le postérieur. Alors que si la patiente mastiquait de façon bilatérale, il y aurait sans doute un problème de réception d'une partie de la nourriture, étant donné son type physiologique asymétrique, parce que vous le voyez, il y a une déviation de la mandibule, en effet, vers la droite, qui est en effet le côté préféré de la patiente pour mastiquer, ce qui confirme en fait ce que nous avions assumé en observant d'un simple coup d'œil le visage de la patiente. Et dans le cas de la respiration orale, on voit bien souvent la lèvre inférieure être parfois jusqu'à 2 fois plus épaisse que celle supérieure. Et le muscle myoïde a un côté hypertrophié qui justement ensuite compense les effets de cette respiration orale. Alors, après 3 mois de traitement, vous le voyez déjà, il y a une amélioration au niveau de la symétrie du visage. En regardant de près, on voit tous ces dysfonctionnements au niveau donc du positionnement de l'orbite, des yeux et également des commissures des lèvres être redressés déjà au bout de 3 mois. Alors bien sûr, le patient donc avait recouru à Froggy Mouth et c'est ce qui a rendu possible cette spectaculaire amélioration. Ensuite, après les étapes suivantes, en l'occurrence les visites de surveillance au bout de 2 ans et demi, ce qui ne veut pas forcément dire que le patient continue à utiliser l'appareil pendant 2 ans et demi. Très souvent, je demande à mes patients de l'utiliser de 6 à 12 mois. Mais il n'y a pas de règle fixe en la matière. Parfois, certains prolongent cet usage. Par exemple, les enfants qui ont eu des habitudes de sucer leur pouce hein, ou l'un de leurs doigts, ou encore des enfants qui font preuve d'une certaine immaturité au niveau du développement général. Et donc, ils ont un peu plus de mal à intégrer le nouveau, je dirais, programme impulsé par Froggy Mouse et ils intègrent ces comportements automatiques de mastication moins vite. Donc, dans ces cas précis, leur demande d'utiliser l'appareil pour des périodes plus longues. Mais quoi qu'il en soit, en général, après 2 ans, même ces patients et celles que nous voyons sur le transport, en tout cas, décident de recourir à un traitement orthodontique pour des raisons purement esthétiques. Et c'est compréhensible dans la mesure où à cet âge, on est particulièrement coquet. Il s'agit de l'adolescence et l'esthétique est sans doute ce qui compte le plus puisqu'il est en pleine transformation. Ensuite, l'esthétique finalement est reliée profondément à de nouvelles fonctions et il ne s'agit donc moi je ne l'appelle pas ça un traitement purement ou simplement orthodontique, mais vraiment un traitement de finition qui permet de redresser toute la dentition, non seulement sur le plan esthétique, mais avec aussi la cerise sur le gâteau qui est l'amélioration fonctionnelle en découlant. Alors comme vous pouvez le voir ici, après 2 ans, son visage a radicalement changé. La dynamique fonctionnelle est bien plus équilibrée, tandis que sur le plancher,
buccal. On le voit, le muscle myloïde du côté droit était bien plus hypertrophié que du côté gauche. Et maintenant, euh, les deux côtés sont rééquilibrés, ce qui est un signe que nous sommes en route vers le bon cap, parce que peu de gens parlent finalement de cet aspect, mais lorsque vous demandez à un patient s'il a un côté de mastication préféré, ou de morsure finalement, plutôt d'un côté que de l'autre, eh bien, cela permet au patient déjà de se remettre en question ou de conscientiser du moins certains de ces mouvements qui, pour l'instant, étaient restés parfaitement inconscients. Car l'acte de mâcher finalement et la mastication est un des aspects fondamentaux de notre développement psychomoteur de manière générale. Et donc, Planners nous a expliqué tout cela très clairement d'ailleurs. D'où l'important parfois de poser des questions aux patients à propos de ces bouchées, de ces morsures, d'une part, d'autre part, de prendre des photos pour pouvoir dessiner de manière horizontale justement la limite qui passe au travers de la dent incisive la plus basse afin que finalement l'on puisse confirmer le diagnostic et se rendre compte que bien souvent ce côté où l'incisive la plus longue est observé correspond avec le côté de mastication préféré. Pourquoi? Parce que cela rééquilibre toute une série de dynamiques impliquées dans le processus de l'occlusion. Et bien souvent, ce type d'évaluation est critiqué parce qu'elle ne présente pas de latéralité clairement définie dans la mesure où il y a également un phénomène de protrusion impliqué. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo qui, j'espère, a l'air de défiler de manière synchronisée, cette fois avec le son. On voit bien que la latéralité, lorsqu'un patient choisit de mâcher du côté gauche ou du côté droit, les dents sont exclues normalement de ce choix, mais néanmoins, lorsque l'on sait quel est le côté préféré, le BFMA, donc les angles d'attaque et de mastication finalement, correspondent en général à des caractéristiques d'abrasion physiologique horizontale, alors que lorsque l'on a un nombre plus important de dents avec le développement donc et l'âge, eh bien, cet axe pourrait être renforcé ou redressé. On le voit. Physiologiquement, les dents devraient subir un processus opératoire de redressement afin de retrouver une plus grande horizontalité, ce qui est typique donc de l'évolution suivie par les patients plus jeunes. Alors, il y a un autre système aussi d'évaluer ces dysfonctionnements, on l'appelle le test G. On leur demande cette fois-ci de mâcher du chewing-gum. Et on voit s'ils mâchent des deux côtés ou s'ils ont d'emblée un autre, enfin un côté préféré. Ceci nous donne en général une idée déjà des obstacles que nous sommes susceptibles de rencontrer dans l'une ou l'autre partie de la bouche. Et par exemple, pour les enfants qui sont en train de perdre leurs dents de lait, eh bien, c'est parfois délicat parce que pour ces dents plus fragiles, il n'y a pas toujours ou rarement d'ailleurs d'occlusion vraiment stable. Dans le cas de cette autre patiente qui est venue me demander de l'aide en me demandant donc de la regarder de près, on s'est aperçu que les dents penchaient de même que la tête d'ailleurs du côté droit, que l'épaule était d'ailleurs plus basse que l'autre. Elle avait bien entendu donc une préférence de mastication et on s'est servi donc de frog mouth pour voir comment évoluait cette ligne, cette
ligne horizontale d'occlusion, ainsi que l'autre évaluation que l'on peut également faire avec la plupart d'entre vous, peut-être avec laquelle la plupart d'entre vous sont moins familiers. Lorsque l'on étudie le palais, en général, on peut repérer ce genre d'anomalie. La suture, la ligne de suture donc médiane du palais est directement liée à la colonne vertébrale. Et donc, en observant cette ligne déviée, on peut imaginer une déviation scoliotique en réalité. Le haut de cet axe palatal correspond pour sa part à la ligne de les épaules, de la nuque, ainsi que à la clavicule finalement. Donc, on voit à quel point la position des papilles palatales correspond à la posture de la tête. Tout est dans tout, donc comme on le voit, le redressement de l'un pouvant correspondre à l'autre. Nous avons un petit hiatus technique à nouveau, veuillez nous en excuser. Alors voilà de quoi a l'air la patiente à la fin du traitement, suite à l'utilisation donc de l'appareil de redressement, de ralignement Froggy. Et lorsque vous étudiez de nouveau le plan d'occlusion, comme vous le voyez du côté droit et du côté gauche, ils sont à nouveau beaucoup plus comparables et semblables. Un autre type d'évaluation ou de test utilisé pour évaluer la dysmorphose ici, c'est celle à laquelle procède Crickets. On compare la relation canine-molaire. Et ce monsieur s'est aperçu que cela devait être en général fait vers la fin du traitement. Voici le traitement de référence que l'on voit au milieu apparaître avec une courbure idéale. Et selon Planas, il s'agissait de la seule façon de s'assurer que les incisives puissent vraiment développer une relation directe, je dirais, entre les molaires, garantir un contact entre les molaires et les prémolaires avec la juste tension, pas trop forte, mais donnant suffisamment de stabilité à la position des mandibules. Vous voyez apparaître la traduction en anglais sur le transparent et ensuite le résultat finalement, donc avec les photos de la patiente avant, après le traitement et également avec ce test de l'axe intrapalatal qui, on le voit, a permis non seulement d'améliorer orthodontiquement les choses, mais aussi la posture de la colonne vertébrale et de la nuque. Alors, pourquoi ne pas parler davantage des muscles de mastication? Le masotherme est en général divisé en deux parties, l'une superficielle et l'une profonde. Mais à l'université de Berne, en Suisse, quelqu'un a publié un article en décembre 2021 sur l'anatomie anale avec un muscle coronoïde qui a été découvert et qui semble être anatomiquement distinct du muscle masséter et est très profond. Or, il s'est avéré que cette partie du masséter est la seule capable d'en fait retirer le muscle en arrière. Et
Ceci permet d'aller donc ou de trouver les liens entre le processus zygomatique et le processus coronoïde, hein, qui stabilise donc la mandibule en soulevant et en tirant euh, les, le processus coronoïde. Cette partie du masséter donc, hein, est la seule qui peut tirer en arrière la mandibule. Alors, passons à un autre cas, si vous le voulez bien, maintenant. Alors, j'ai commencé à, de la même façon, finalement, en étudiant le faciès du le visage du patient. Et vous le voyez ici, il y a tout de même là une asymétrie assez grave. Nous sommes en pleine période développementale, donc de l'adolescence une fois de plus. Et en théorie, il n'est pas facile de résoudre le problème sans intervention chirurgicale à première vue. Pourtant, comme vous le verrez, rien n'est impossible. Alors, nous avons ici une rotation mandibulaire vers la gauche, monolatérale, et également, on le voit, une déglutition atypique avec sa mastication aussi prévalente d'un côté, ainsi qu'un problème temporomandibulaire qui affecte sa respiration, processus de respiration par la bouche et de déglutition. Donc j'ai commencé le traitement. Et après quelques mois, on s'est occupé aussi de faire les tests d'alignement. Vous le voyez à l'aide de scans notamment. Elle souffrait aussi de problèmes cervicaux, il faut le dire. Et le scan initial confirme cette incurvaison du côté gauche par rapport à la droite, comme nous l'avions soupçonné, et en fonction de la courbe de Wilson. On voit bien que la préférence masticatoire allait à l'utilisation de la gauche pour cette patiente. C'était donc un cas adéquat pour recommander l'utilisation quelques 6 mois du Froggy Mouth à la patiente. Et comme vous le voyez sur le scan suivant, il y a une amélioration tout de même assez marquée de l'horizontalité finalement du côté gauche. Et pareil pour l'étude des courbes de Wilson par rapport au côté gauche. Et là, vous le voyez avant, après le traitement en cours. Hein, il n'est pas encore arrivé à terme. Le problème est que je n'ai pas en fait vraiment, enfin le problème, l'intérêt est que je n'ai pas vraiment déplacé la rangée de dents inférieures. J'ai juste travaillé sur la rotation mandibulaire. Et comment cela a-t-il été possible? Parce que Froggy a déverrouillé la contraction de ce troisième groupe du masséter, cette troisième partie du muscle masséter, pardon. Et cet ajustement est capital. Car avec un simple système d'alignement, même en utilisant des élastiques pour travailler sur la rotation mandibulaire, il y a toujours une tendance à la rechute ensuite. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas résolu à la source, au niveau des muscles profonds du masséter. Donc, ceci D'un point de vue plus philologique, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une amélioration ici, assez notable, qui
et qu'il n'y aura pas besoin d'adjuvants, il n'y aura pas de besoin de thérapie chirurgicale, de neurophysiologie. Dans la rééducation de la déglutition, en partie la Floribance, le docteur Fellus vous expliquera bien mieux que moi ces mécanismes qui vont soutenir le changement, c'est-à-dire l'acquisition de l'automatisme et de la mémoire au long terme de ce programme de déglutition. Je dis toujours que le Froggermans n'est pas un outil, n'est pas un appareil, et que si on l'insère entre ses lèvres, eh bien, cela évite d'autres conséquences et crée un nouveau mode de déglutition. Il existe également des preuves cliniques et radiologiques à ce sujet, avec c'est d'ailleurs la thèse d'un de mes étudiants qui a fait avec un des scans, qui a travaillé avec un de ces scans, et il y avait également une vue radio avec des évaluations avec un groupe de jeunes enfants, de jeunes garçons qui ont porté donc le Froggy Mouth comme un dispositif de déglutition atypique, et les résultats obtenus étaient assez encourageants. C'est donc ici un diagramme préparé par un de mes collègues. Vous pouvez vous rendre compte d'une amélioration notable de la déglutition, et ce collègue est un peu sceptique quant au fonctionnement du Froggy Mouth. Il disait que parfois ça marchait, d'autres non. Et ici, nous avons la preuve ici que il y a 3 types de Froggy Mouth selon la forme des lèvres, et on peut l'utiliser avec des dispositifs fixes ou amovibles. Je vais vous montrer quelques cas rapidement. Ce sont des cas simples, ou du moins simples jusqu'à un certain point. Vous pouvez voir ici le visage du patient. Cet enfant ne respire pas par le nez. Il n'y a pas de ventilation nasale. Regardez l'orbite et cet œil comme incliné. Et cela indique un trouble dans la croissance crânio-mandibulaire. Voilà, ça c'est après 10 mois. Et il y a quelque chose que je souhaiterais souligner ici, que nous avons découvert à cette occasion, en relation avec la respiration. Peut-être que la partie supérieure du Froggy Mouth stimule ce muscle qui s'appelle myrtiforme, et qui est donc un muscle. Et quand ce muscle est relâché, détendu, il aide à ramener la pointe du nez vers le haut et à ouvrir les narines. Donc, cela pourrait être une aide supplémentaire par rapport à la respiration. Cette respiration optimale que nous souhaiterions atteindre. Et grâce à cela, nous n'avons plus de croûte. Et d'un point de vue crânio-facial, vous pouvez voir d'abord la position de l'orbite. Cela vous donne déjà une idée de ce qui s'est passé chez ce patient. C'est un suivi sur 5 ans. Il s'agit d'un suivi sur 5 ans. Pardon, 5 mois. 12 mois. 17 mois. Et vous pouvez voir quelque chose de très intéressant ici. Pendant qu'on corrigeait le problème de déglutition, il y avait également une correction dentaire. Ici, vous voyez la deuxième classe ici. Vraiment, ça, c'est chapeau.
Je passe un peu rapidement sur ces transparents. Vous voyez ici après 16 mois. Nous sommes à la fin du traitement et je revois ensuite le patient, bien sûr, périodiquement, mais il s'agit d'un suivi qui s'établit sur 4 ans et 2 mois. Et voici l'occlusion du patient. Ensuite, je vais vous expliquer cela plus en détail. C'est un cas très simple, 4 mois. Le patient a 6 ans. Et c'est aussi un cas relativement simple. Dans l'ensemble, après 3 mois de classe 3, excusez-moi, je vais un peu rapidement ici, après 5 mois, donc, voici la situation. Après une année, nous avons ce type de résultat et nous avons pu résoudre le problème avec le formulaire de sciences d'orthodontie. Ici, vous pouvez voir le bail de classe 3 qui a donc pu résoudre le tout sans sans avoir recours à l'orthodontie. Ça, c'est un autre cas assez fréquent après 2 ans, c'est la position. Il y a eu un peu d'expansion dans le sens transversal, ce qui n'est pas mal. Et puis il y a des cas comme ceci qui sont à l'ordre du jour, 8 ans, tendance à classe 3 avec la mandibule en avant. Dans ces cas, il y a généralement ceux qui utilisent l'extenseur rapide avec un masquage pour la correction de la classe 3 si c'est nécessaire. Et là, au lieu de cela, j'ai utilisé le Froggy après 4 mois. Voilà le résultat sans appareil orthodontique. Et dans ce cas, la respiration s'est améliorée du point de vue crânio-facial. Il y a eu des changements qui sont similaires au cas précédent, à la photo précédente, avec le Froggy. Un autre cas similaire. Après 2 mois, nous avons ce résultat après 7 mois. Avant et après 7 mois. Et ça, c'est un contrôle après un certain temps. Et je n'ai pas utilisé encore ici, dans ce cas, de véritable thérapie orthodontique. Mais en attendant l'échange dentaire, voilà, ça fait exactement 2 ans que j'ai commencé, c'est-à-dire, en général, je demande aux patients de porter les Froggy pendant 1 an. Et si je dois opter pour un traitement orthodontique, eh bien, je préfère ne pas commencer ici, mais commencer là. Ce sont des effets secondaires inattendus, réels. Ce que je vous ai montré, c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne. Il n'y a rien de particulier dans ce cas-là. Et les effets secondaires positifs, regardez ici cette asymétrie qui n'est pas une symétrie des tissus, mais une asymétrie du squelette en l'espace d'un an. Regardez, le Fogelmans, bien sûr, regardez comment les enfants respirent à travers la bouche. Et ce patient ici a une déviation de la mandibule. Et aussi, il y avait un peu de déviation de la cloison nasale. Ici, c'est sur les photos avant et après. Ici, une rotation de la mandibule arrière.
Et ici, vous voyez la position de la mandibule chez cette jeune fille au début et après 8 mois. Et regardez ici, j'ai commencé il y a 3 ans et demi, 4 ans, et regardez le désastre du point de vue crânio-facial que ce gamin avait avec une ouverture qui est en train d'être résolue. Et cela en 12 mois seulement. Nous lui avions donné la possibilité, comment je pourrais exprimer cela, une possibilité de retrouver de récupération fonctionnelle. Ça, c'est la même chose pour la respiration orale, avant-après. Et cette effrayante classe 3, encore après 1 an, cela nécessitera bien sûr un traitement orthodontique, mais ici, c'est le point de départ et c'est la situation après 1 an. L'état des choses après 1 an. Je commence bien sûr avec mon intervention 1 heure après, pour éviter les interférences. Et entre-temps, j'ai corrigé plusieurs problèmes. Je dis toujours cela aux parents. D'abord, on construit les fondations d'une maison et ensuite, on construit la maison. Et c'est le raisonnement vraiment à expliciter. Je prends toujours beaucoup de photos. Je les mets dans le dossier du patient. Et de temps en temps, je les montre aux parents. Je montre aux parents les évolutions. Donc, je montre ça aux enfants, mais également aux parents qui restent sans voix parce qu'ils ne réalisent pas jour après jour ce qui se passe. Et cela ne donne que plus de motivation après. J'essaye d'établir également un suivi tout au long de ce processus. J'essaie de montrer que voilà, nous ne sommes pas seulement des dentistes qui font bouger les dents, mais que nous faisons aussi d'autres choses avec des dents qui pourraient même atteindre 100 ans. Ici, nous avons des anomalies, c'est un peu plus difficile. Au fur et à mesure des années, très rapidement, il y a 2 types de classification. Celle du malapathie avec la langue qui dépasse. Et Friedman a été établi comme que le meilleur. Ici, vous pouvez voir sur le dossier du patient. Je mets toujours ce genre d'informations pour faire le lien entre la classification et les problèmes y attenant. Ici, on a, ça correspond au point 4, qui est donc le plus grave, le plus sérieux. C'est une petite fille qui a des rougeurs à l'intérieur de la bouche, qui est souvent précurseur d'une apnée obstructive nocturne. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est vraiment la déglutition du type classique. Et ça, c'est le patient au début. Et le patient après 6 mois de port de Froggy Mouth. Nous sommes passés de l'état le plus critique à une situation voilà, presque normale, et cela en seulement 6 mois. Et les fonctions de déglutition se sont nettement améliorées. Il n'y a pas de tension ici au niveau dans cette position. Excusez-moi, j'espère que je ne vous ennuie pas. Je vais avancer un peu plus rapidement avec le Froggy Mouth.
C'est un patient qui ne semble pas avoir besoin de rééducation, mais en réalité, il en a besoin parce qu'après 2 mois, nous avons une mastication prédominante et donc nous avons une solution des dents un aliment des dents du côté gauche et il y aura un plan occlusal déjà très précaire et ça restera ainsi. Ce sera structuré de cette façon-là dans le programme et le comportement évoluera après la perte des dents de lait. Mais donc, il a commencé à mâcher aussi de l'autre côté. Il n'y a plus l'interposition de la langue. Et ça, c'est grâce au Froggy. Vous pouvez voir ici la différence en seulement 8 mois. Et voilà, c'est presque à l'état normal. Ce qui est important ici, c'est que la déviation de la cloison nasale s'est améliorée. Et ce qui est impressionnant ici, c'est que ce petit garçon, donc qui avait cette déviation de la cloison nasale, qui s'est ensuite résolue d'elle-même lorsque l'on corrige la respiration du point de vue nasal, il peut y avoir une hypertrophie sur le côté gauche qui déplace la partie cartilagineuse vers la droite. Donc, quand on restaure le principe de respiration, eh bien, cela commence à corriger le problème en question avec une évaluation qui peut être faite, ici vous pouvez la voir améliorée au cours du temps. Ça, c'est un autre patient, aussi du point de vue morphologique. C'était au début. Et après un suivi de 3 ans. Et je le répète toujours, il ne s'agit pas d'un appareil d'orthodontie. Un autre cas. Vous pouvez voir un autre cas de déviation nasale. Mais pour la mandibule, il faut ajouter le masseter et c'est beaucoup plus hypertrophique que de l'autre côté. Et lentement, mais sûrement, nous pouvons obtenir cette situation à partir de laquelle nous pouvons éventuellement commencer à faire un traitement orthodontique de façon plus ciblée et aussi sans interférence de la déglutition et de la respiration, comme par exemple si les occlusions transversales latérales ou même antérieures, celles-ci nécessitent plus de temps pour être corrigées, mais elles peuvent l'être facilement. Et ça, c'est le mouvement instauré par la correction. Après, voyons voir, disons, un degré de gravité variable, dans le sens où, voilà, si c'est plus grave, évidemment, c'est plus difficile à corriger, mais dans ce cas en particulier, après 15 mois, si vous voyez l'occlusion, c'était décentré, et maintenant, avec la mâchoire et le problème d'occlusion latérale, eh bien, ça a été complètement résolu parce que là où il y a l'occlusion, on dirait une contradiction, mais ici, vous voyez l'endroit de croisement. Vous vous rendez compte ici qu'il y a aussi l'orbite à considérer, car les orbites, le maxillaire est en connexion avec les sphénoïdes, contribuent à la construction des sphénoïdes.
la partie interne de l'orbite, donc si le maxillaire est déplacé ou a des problèmes de positionnement, eh bien cela aura un impact sur la position du sphénoïde et aussi sur d'autres aspects qui sont importants parce que les sphénoïdes passent aussi en abiotique et il y a aussi des problèmes de vue qui peuvent se poser. Certains enfants ont des problèmes à cause de cela. On sait que l'astigmatisme est courant chez ce type d'enfants. Et en général, les choses sont corrigées et l'enfant n'a plus besoin de porter des lunettes. Ça, c'était un avant-après. En 2022, c'était justement du point de vue de la morphologie aussi. Oui, les choses ont changé. Et si on parle aussi des oreilles qui sont en lien, qui sont en relation avec l'os temporal, avec des asymétries importantes, et cela nous donne une idée de ce que peut être le problème d'occlusion du patient. Ce système permet de travailler l'axe des oreilles qui nous montre voilà, comment le patient mâche. Voilà, ça mériterait de plus amples explications, mais nous n'en avons pas le temps. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous rendre compte ici que pendant le traitement, pendant la rééducation avec le Frogmax, eh bien, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une amélioration dans la position correcte. Maintenant, ici, on voit comment c'était au début et de quoi ça a l'air maintenant. Où étaient placées les orbites et où étaient les oreilles, position des oreilles. C'est un cas important. Vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas de contact avec les dents, sauf pour les dents au fond. Et il y a toujours cette tendance de classe 3, mais ça, c'est encore autre chose. On a donc commencé à utiliser le Froggy. Beaucoup de choses se sont améliorées à la suite de cette utilisation de ce port de Froggy Mouse. Et ça, c'est le suivi qui a duré pendant 3 ans après le début du traitement. Ici, vous pouvez voir un peu de déviation nasale, mais l'important, eh bien, c'est ce qui suit. Ici, nous avons commencé avec un traitement orthodontique. Ici, avec la classe 3, la classe 3, et ici, classe 2. Et si vous comprenez que si je commence avec un traitement ici de classe 3, pour la classe 3, eh bien, je vais accentuer ce qui est son mouvement naturel. Et il faut essayer finalement de rééduquer la langue, essayer de faire disparaître ces interférences qui nous permettent de pouvoir établir un plan de traitement plus judicieux. Et on voit du coup beaucoup moins de rechutes. Ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Un autre cas. Je vais un peu plus vite. J'ai encore quelques minutes
pour vous continuer les explications, je disais donc que du point de vue morphologique, vous voyez que la bouche a complètement changé, c'est un autre visage. Ici, il y a des macellaires hypertrophiques sur le côté. Nous avons atteint un équilibre ici en gros en 1 an et 3 mois. Et c'est un petit miracle. Ce sont des petits miracles. Vous pouvez voir ici du point de vue morphologique. Vous vous rendez compte, si on montre ça aux parents, eh bien les parents vous en sont gré pour le restant de leur jour. Il y a aussi eu des cas avec des adultes. Et ici, vous voyez le cas d'un garçon qui a commencé avec ce type de respiration. Et là, avec le froggy, vous voyez que son nez est pratiquement libéré. Il peut respirer à travers le nez, ce qui est très important. Et pendant la pandémie, eh bien, nous avons tous oublié une chose essentielle, à savoir que nous devrions respirer par le nez. Parce que dans les sinus, eh bien, un gaz naturel se produit qui s'appelle l'oxyde nitrique. Et il y a eu une étude dans la première phase de l'épidémie et ils se sont rendus compte qu'en dehors d'être un dilatateur qui empêche les caillots sanguins, avec des circulations sanguines, eh bien, dans la première phase de l'épidémie, ils se sont rendus compte que cela interfère avec la reproduction du virus. Et cela a fait l'objet d'études, les fonctionnalités ont fait l'objet de recherches. Je crois que cela venait d'un pharmacologue américain. Je crois qu'il a gagné le prix Nobel en 2008. Pardon, 98. Et je crois qu'il y avait eu un certain nombre de schémas d'établir des questions y attenant, tentant de comprendre combien de personnes qui avaient contracté la COVID avec ou qui avaient atterri en soins intensifs, plutôt qu'en réanimation, combien d'entre eux respiraient par la bouche? Eh bien, 87,5%. Je dirais donc que la respiration nasale est encore plus importante que la déglutition, même si les deux choses vont de pair, parce que lorsque nous avalons, nous ne respirons pas et vice-versa. Il y a donc une corrélation entre les deux fonctions et c'est une corrélation d'importance. Je suis désolée, je voulais vous montrer tellement d'autres cas, mais je sais, mon cher ami Pavonek, que vous m'avez laissé dépasser parce que nous avons démarré 10 minutes plus tard. Mais voilà, je ne souhaite pas prendre plus de votre temps. Mais regardez ici d'autres cas avec des déviations de la clause ancienne. Je voudrais vous remercier de votre attention. Et si j'ai l'occasion, eh bien, je vous montrerai d'autres cas intéressants, pas seulement des problèmes d'occlusion, mais aussi des problèmes généraux en lien avec d'autres organes, dérivant toujours d'une fonction buccale incorrecte. Et si j'en ai la possibilité, eh bien, je vous les montrerai. Merci beaucoup pour toute votre attention. Infiniment, Pietro, pour cette formidable conférence et tous ces cas cliniques que tu as pu nous montrer. Des cas cliniques sur lesquels nous avons d'ailleurs travaillé cet été entre toi, mon père et moi pour un projet dont nous avons déjà parlé. Il n'y a pas besoin d'en reparler.
Il y a eu beaucoup de questions durant ta conférence, malheureusement trop pour toutes les prendre. Donc, on va passer sur l'autre plateforme, VFairs, et ensuite le groupe Facebook, avec l'aide de mon ami Gori Cotinini. Pour répondre à vos questions, parce qu'évidemment c'est dur de faire un choix, nous sommes ravis de vous avoir reçu aujourd'hui. Nous devons maintenant avancer, mais c'était un grand plaisir et un grand honneur de t'avoir comme conférence principale et plus longue conférence de tous les Froggy Days. Et nous allons continuer de bien travailler dans ce sens-là pour notre petit projet secret avec des choses encore plus longues et plus détaillées. Nous n'en disons pas plus. Merci infiniment Pietro et un petit coucou à Gori Cotinini.